Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un retour d'expérience sur un projet de synthèse qu'on a eu à faire en dernière année de M2 SSI. Donc pour resituer un peu les choses, je suis en dernière année de M2 SSI à l'Université de Lorraine. Donc là on a terminé l'année, du coup je suis en stage de fin d'études de 6 mois. Et du coup pendant cette dernière année on a eu un projet de synthèse à faire. Donc voici l'énoncé avec plusieurs étapes, tout ça. Donc on va regarder au fur et à mesure ce qui nous est demandé et on verra ce qui a été fait et un petit retour d'expérience, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce qui pourrait être amélioré et voilà. Du coup, en fait le projet de synthèse, donc c'était en deuxième année de master et c'est si option non c'est informatique M2 informatique option SSI. Donc en gros, le projet de synthèse, c'était en plusieurs groupes. Donc en fait, ouais, on devait être 4 groupes, je crois. 4 groupes de 4 ou 5 personnes au niveau de la promo. Et chaque groupe devait créer sa propre infrastructure pour accueillir un site web, le faire tourner avec derrière une base de données, ce genre de truc. De toute façon, je crois que c'est indiqué ici. Et en même temps, on devait du coup sécuriser notre site, enfin notre architecture, on va dire, et en même temps attaquer le site et l'architecture des autres groupes. Donc en théorie, le projet il est extrêmement bien, il donne envie. J'étais vraiment hype tout au début quand on l'avait pas encore fait, et j'ai vite déchanté, vous allez voir pourquoi. En soi, l'idée est excellente. Le problème, c'est qu'il y a des contraintes qui sont un peu chiantes, qui brident un peu l'imagination et le fun que peut avoir le projet. Les contraintes qui ont été données forcément par les profs. Et il y a aussi le fait que on n'a pas eu de cours avant. Moi, en fait, de mon côté, je m'en tapais un peu parce que ça fait longtemps que je fais tout ce qui est challenge, box, trucs comme ça. J'ai même créé des box. Du coup, je sais comment ça se passe un peu. Et du coup, nous, de notre côté, je vous expliquerai plus en profondeur après, mais on a fait une sorte de mini CTF au niveau du site web. Mais le truc, c'est que les autres, on n'avait pas eu de cours dessus. Et du coup, ceux qui s'y intéressaient pas beaucoup, ils ont commencé avec rien et on s'est retrouvé juste à devoir, au niveau des vulnérabilités, à n'avoir que des SQL injections à exploiter. C'était bien chiant. Du coup, on va commencer. Donc vous êtes l'équipe d'une sécurité d'une grande entreprise. Un service de cette entreprise a acheté une application web machin bidule. Donc en gros, le départ du projet, c'est qu'on nous donne un site web qui est tout cassé. Donc il y avait front-end, back-end, il y avait tout. Ok, et du coup, la première étape a été de déployer le site web et avant de le déployer, forcément, de l'analyser, de corriger ce qui allait pas et de le mettre en ligne. Là, c'était pour vraiment les grandes étapes parce que on va voir qu'après, au niveau des dates, donc là on avait de la présentation globale, donc ça ils nous ont présenté exactement tout ce document là. Ensuite on avait présentation par groupe de l'architecture sécurisée, bidule. Donc là comme son nom l'indique, chaque groupe devait présenter l'architecture qu'on devait mettre en place et les failles qu'on allait laisser au niveau de l'architecture et du site web. Donc ça c'était vraiment la toute première étape. Là qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors au début on nous donne un site web. Le site web il est dégueulasse, il est cassé de partout, il y a même des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas. Enfin qui n'étaient même pas implémentées. Donc le premier truc que j'ai à dire c'est ok on nous donne un site web, ok il y a plein de failles partout, c'est le but du projet on va dire. Mais le fait que nous de notre côté on doive en plus implémenter des fonctionnalités qui sont pas de base dedans, bah ça pète un peu le but du projet parce que on est en M2 Info SSI. Toutes nos scolarités, on a déjà fait toutes nos scolarités, moi je parle au niveau de la fac, c'était full développement. Donc on a fait que du développement, c'est un peu de développement pendant 4 ans. Et là, projet de synthèse, on touche enfin un peu à de la sécurité, ils nous refoutent du développement dans les pattes. En gros, ce qu'ils auraient dû nous faire, encore une fois, tout ce que je dis là, c'est uniquement comment je l'ai ressenti de mon point de vue. Ça se trouve, les autres ont trouvé ça ultra stylé, et j'en ai pas trop parlé avec les autres membres de la classe. Enfin, ceux de mon groupe sont à peu près d'accord avec moi, mais ceux de la classe, je sais pas trop. Et du coup, en fait, ils auraient juste dû nous donner un site web avec des failles, bien sûr, parce que c'est le but du projet, mais un truc qui soit déjà opérationnel, on va dire. Parce que là, on a perdu une semaine
à analyser le code, à redévelopper des fonctionnalités qui n'étaient pas présentes. Ça nous a juste fait perdre du temps en fait. Après, c'est réel, enfin, on va dire que c'est conforme à la réalité, puisque quand on arrive dans une entreprise ou dans un nouveau projet, la personne qui était là avant, qui s'occupait du projet, du code et tout, il se peut que le code soit absolument dégueulasse et qu'on ait à tout refaire. Donc, en soi, c'est réel. Ça rentre dans la réalité des choses, mais pour un projet de synthèse, j'ai trouvé ça un peu barbant, et puis c'était pas forcément le mieux, quoi. Pareil au niveau de la base de données, au départ c'était juste dans un fichier XML je crois, et puis nous du coup derrière on a installé un système de base de données, on a fait je crois que c'est du MariaDB, et du coup on a tout converti du fichier XML en base de données. Donc ça c'était pour la première partie. Donc là ils nous disent qu'il faudra un accès, donc ça c'est des choses obligatoires qu'on avait dû mettre, un accès à distance SSH pour se connecter dessus, et un accès pour mettre à jour les pages FTP. Alors ça j'ai pas compris pourquoi. Ils voulaient sûrement qu'on mette du FTP pour que, vu que c'est pas la connexion n'est pas chiffrée, que les autres puissent intercepter les messages. Bon, nous en vrai on l'a pas fait. Et normalement toutes les réunions qui étaient là, elles étaient faites. Elles étaient là. Alors attendez, je vérifie que ça enregistre bien. Ouais. Elles étaient là pour faire en sorte que on ait une sorte de suivi et que les profs voient comment on avance et qu'ils puissent nous remettre sur le droit chemin si jamais on était hors sujet ou si on faisait n'importe quoi. On n'a jamais mis le FTP, ils nous ont jamais tenu rigueur, et vous verrez que c'est pas le seul truc qui est indiqué là-dedans qu'on n'a jamais fait. Donc ensuite un accès pour modifier la base de données et tout ça, un accès web. Voilà. Alors là je vous montre uniquement le projet de synthèse, l'énoncé, et ensuite hop, je vous montrerai ici le rapport final qu'on a fait, donc au niveau des attaques, notre choix d'architecture, tout ça. Il y a 35 pages, donc on va s'amuser. Cette vidéo risque de durer pas mal de temps. Alors donc ça c'était bon. On devait aussi devait être protégé par un firewall. Ouais, bon, dans notre cas, notre firewall c'était juste notre machine, quoi, il n'y avait rien de spécial. Les règles du firewall, je crois qu'on a utilisé un petit peu IP tables, mais sans plus. Alors là aussi, les règles du firewall devront changer au fur et à mesure des détections réalisées par ELK qui est un SIEM, et ceci doit se faire de façon automatique. Aucun groupe n'a fait ça de manière automatique, et les profs ont dû oublier encore une fois ce point-là, parce qu'on n'a jamais eu de questions sur ça, détection automatique. Et dans un premier temps, nous vous demandons de ne pas installer de WAF, qui est un Web Application Firewall. En gros, c'est une sorte de firewall, comme son nom l'indique, pour le web, et ça permet c'est une sorte de proxy qui permet de filtrer toutes les requêtes et potentiellement filtrer tout ce qui attaque XSS, SQL, ce genre de choses. Et du coup, à la fin du projet, on devra activer et installer un WAF de votre choix, machin bidule. On doit installer aussi, comme j'ai dit juste avant, le SIEM ELK. En gros, qu'est-ce qu'un SIEM? C'est pour centraliser tous les logs. Donc ça récolte les logs et ça les centralise. Par exemple, si jamais quelqu'un fait une requête sur notre site web, en théorie après ça s'est redirigé vers ELK et on peut y avoir accès. ELK c'est les initiales pour Elasticsearch, Logstash et Kibana, je crois, il me semble. Kibana c'est l'interface graphique, l'interface web qui va nous permettre d'accéder aux données. Elasticsearch c'est une sorte de enfin pas un moteur de recherche mais un truc d'indexation. Et Logstash il me semble que c'est pour récupérer tous les logs. Ça c'est pas trop moi qui me suis occupé de la partie SIEM, parce que c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Le système devra vous avertir d'une tentative d'intrusion est en cours. Ça on avait dev un petit comment s'appelle, un petit bot Discord qui nous envoyait un message à chaque fois qu'il y avait un event, mais on était floudé de requêtes, c'était un peu inutile. Là on rentre dans la partie vulnérabilité. On vous demande de choisir pour chacune des outils précités. Donc il y avait l'application, le serveur HTTP. Là pour moi ça c'est la même chose, mais soit. Le serveur de base de données ou autre, une vulnérabilité, et d'expliquer son fonctionnement, de faire une preuve de concept et de configurer votre site de façon que ces vulnérabilités restent présentes une fois votre site mis en ligne. Alors là, pareil, les profs n'ont pas vérifié,
Je crois que juste tous les groupes ont laissé uniquement des vulnérabilités au niveau du web. Au niveau de la base de données, pour laisser une vulnérabilité, soit ça devait être une... Alors, oui, vulnérabilité base de données, une SQL injection, en soi, c'est un peu aussi une vulnérabilité au niveau de la base de données, mais je considère plus ça comme au niveau de l'application. La base de données, je dirais que c'est vraiment au niveau de MySQL, MariaDB, où vraiment la base de données en elle-même, et pas les autres trucs pour y accéder. Du coup, en fait, si on avait voulu mettre une vulnérabilité au niveau de ça, on aurait dû prendre une version spécifique qui était vulnérable, ce genre de truc, ça aurait été un gros bordel. Du coup, on l'a pas fait. On demande aussi une attaque, enfin de mettre une faille XSS au niveau du site web. Ça, pareil, je crois qu'on l'a pas fait. En fait, j'ai l'impression que les profs, on avait l'impression que c'était la première année qu'ils faisaient ça, qu'ils faisaient le projet. Sauf que ça faisait au moins 6 ou 8 ans qu'ils faisaient ça. Du coup, on se demandait en fait, qu'est-ce qu'ils ont appris des années précédentes? Genre, on nous donne un énoncé avec des choses précises à faire. Sur tout ça, vous verrez encore, là, il y avait quelques trucs qu'on n'a pas fait, mais ça allait. Les trucs après, là, c'est flagrant, tellement on n'a rien fait de ce qui était indiqué. Genre, c'est absolument insane. C'est ça qui m'avait un peu tilt aussi sur le coup. Là, au niveau XSS, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a mis une XSS. Ou alors, s'ils en mettaient une, c'était une reflected et on pouvait pas faire grand chose avec. On demande également que l'ensemble du code source soit disponible en open source like dans un fichier archive et puisse s'installer de façon automatique dans un environnement confiné si l'utilisateur le souhaite. Pareil, ça, on nous a pas briefé dessus. En théorie, c'était sûrement si on pouvait le mettre dans un Docker ou ce genre de truc, que l'utilisateur puisse, ou alors un fichier de configuration, et genre on avait juste à l'exécuter et tout s'installer de façon automatique. Ça, personne l'a fait, on ne nous en a pas reparlé après, donc ok, soit. Encore un truc en plus qu'on a zappé. L'objectif de cette... Alors là, c'était les attaques et les défenses. L'objectif de cette étape correspond clairement à son intitulé, attaquer le site des autres groupes et défendre le sien. Mais pour que cette étape se déroule correctement, dans le bon esprit, quelques règles doivent être respectées. Donc là, on a une sorte de règles qu'on ne doit pas faire. Enfin, qu'on doit faire ou pas faire, ça dépend. Donc là, c'est des trucs assez logiques, donc pas d'attaque physique, vu que les serveurs, en fait, ils étaient dans une salle de cours. Tous les serveurs étaient les uns à côté des autres, on n'avait pas le droit forcément de mettre de keylogger ou de clé USB ou quoi que ce soit directement dessus. Voilà, le site doit être accessible en permanence, donc nous on y accédait, enfin tous les groupes y accédaient via un VPN, directement connecté au réseau de la salle, et du coup on pouvait y accéder depuis chez nous. En plus c'était période Covid, donc on pouvait pas forcément tout le temps aller à l'université au niveau de la salle machine pour aller reboot les serveurs si on avait un problème ou quoi que ce soit. Voilà, pas de trahison ni de corruption, on ne dit rien à son copain ou à sa copine de le groupe, on laisse pas acheter non plus avec des boissons machin bidule, vous êtes un membre d'un groupe et de loyauté machin mes couilles. Ça, il parle de loyauté de bidule, ça m'a bien fait rire aussi parce que, alors, c'était aussi, ils l'ont pas mis dans cet intitulé là, enfin dans les règles, mais on n'avait pas le droit de dépenser de l'argent de nous-mêmes. C'est-à-dire que j'avais une idée de faire du social engineering par exemple en créant un faux site web de quelque chose et puis envoyer des mails aux étudiants de notre groupe, enfin de notre classe, de notre promo, en mode un peu phishing ou quoi. Bah c'était pas possible parce qu'on n'avait pas le droit de mettre de l'argent de nous-mêmes, même pas genre 5 balles. Ça c'était pas possible. Bon, d'un côté je comprends, mais c'est vachement frustrant parce que ça diminue quand même grandement les possibilités. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un projet de synthèse qui soit assez complet, mais ils sont trop basés sur... je sais pas comment dire. Ils sont trop basés sur les codes académiques, on va dire. Et du coup, ils sont vraiment restés... C'est des profs, je sais pas si ces profs-là ont déjà été dans des entreprises, mais du coup, ils connaissent pas vraiment la réalité du métier, on va dire. Ils ont vraiment une vision académique de la chose, genre ultra pédagogique. Et ils se disent pas que... Je sais pas comment formuler ça, mais ça se trouve, ils voulaient faire des choses assez simples et concrètes pour qu'on apprenne, mais c'est pas forcément les choses les plus simples qui nous permettent le plus d'apprendre. Je sais pas si vous m'avez bien suivi, si je me suis bien exprimé. Alors attendez 2 petites secondes, je me gratte l'oreille, hop. Donc il y avait ça. Du coup ça m'avait bien frustré parce que j'avais pensé à pas mal de choses bien stylées, mais ça n'a pas pu se faire. Et ensuite pas de trahison, pas de corruption. Ça m'a bien fait rire parce que au début
au début de ce projet, il y a quelqu'un d'un autre groupe, une autre personne d'un autre groupe, qui s'est amusé à utiliser un grabbeur de token Discord. C'est-à-dire qu'il est allé sur internet, il a pris un code en Python. Ce code Python, normalement, il l'a converti en .exe, donc en exécutable Windows. Et quand on cliquait dessus, si jamais on cliquait dessus, ça, si jamais on était évidemment connecté à Discord, ça nous volait notre token Discord. Le token Discord, à quoi ça sert? Ça nous sert à se connecter sur notre compte Discord. Donc celui qui a notre token, c'est un truc ultra secret. Si on a le token, on n'a pas besoin du nom d'utilisateur, mot de passe de la personne. On a juste à utiliser son token pour directement se connecter. Pas besoin d'autres vérifications. Je sais pas vous, mais moi, pour moi, c'est pas très éthique et ça dépasse le cadre d'un projet de synthèse. Vu que le compte Discord, c'est pas lié à ce projet en particulier, c'est juste le compte privé d'une personne. Genre n'importe si comment ça s'appelle. On n'avait pas de compte Discord qui était uniquement utilisé pour le projet de synthèse. Ça veut dire que si le mec volait un compte Discord d'une autre personne, bah, il avait accès à pas toute sa vie privée, mais il avait accès à toutes les informations qui étaient contenues dans son compte Discord, avec les serveurs dans lesquels il était, les messages privés, tout ça. Et je sais pas vous, mais pour moi, ça rentre vraiment dans le domaine du piratage, du hacking, mais illégal quoi. Ça n'a rien à faire dans un projet de synthèse. Donc ça s'est su par les profs, et les profs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah ils étaient contents. Voilà, alors là j'ai pas compris non plus. Les profs étaient contents que le mec ait fait ça, même si ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'est pas dupe du vieux social engineering dégueulasse en message privé où on nous envoie un message en mode tiens, je me suis trompé, clique là-dessus, avec le gros point exe, on s'est pas fait avoir, mais niveau éthique c'est limite, et les profs ça leur a pas posé problème. Ok, soit. Donc ça c'est encore un autre truc qui était assez chelou. Ensuite, mise en péril réseau. Là, vous voyez bien, il y a marqué créer là. Vous devez créer des applications. Créer des applications. On n'a jamais rien créé dans ce projet. Moi de mon côté, en fait, j'avais réussi à avoir le sujet de stage, genre, enfin, n'importe quoi, l'énoncé du projet, genre 6 mois à l'avance, l'année dernière. Du coup, de mon côté, je m'étais déjà amusé à créer par exemple comment ça s'appelle, un scanner de port. Que vous retrouver sur mon Discord, j'ai testé il y a pas longtemps, il fonctionne plus, je sais pas pourquoi. J'avais utilisé Scapy, la librairie Python, peut-être qu'elle a été modifiée et qu'il y a des fonctions qui ne fonctionnent plus, je sais pas trop. Mais du coup, en fait, on devait créer, là dans notre sujet, ils nous disent créer des applications. En vrai, je pense que ça aurait été la partie la plus, comment dire, on aurait appris le plus de choses. Parce que créer un outil, avant de créer un outil, il faut déjà savoir comment ça fonctionne. Mais du coup, là, on en apprend beaucoup. Malheureusement, créer des outils, enfin des applications, on n'en a jamais vu le jour. C'est dommage. Pardon, je tapais dans le micro. Donc normalement, on devait créer un outil pour définir la signature réseau machin bidule. En gros, ça c'est une sorte de Nmap qui nous donnerait la version d'une bidule. Bon, on ne l'a pas créé forcément, tout le monde a utilisé Nmap. Trouver un moyen de casser les mots de passe suivants. Ça, on aurait pu créer un petit logiciel de brute force ou de Hydra ou ce genre de truc. Pareil, personne l'a jamais utilisé, personne n'a jamais rien créé. Tout faire pour saturer donc un logiciel de DOS, DDoS, pareil, ça rien n'a été créé. Prendre la place du serveur sur le réseau, donc du spoofing, évidemment, ça n'a pas non plus été fait. En fait, tout ça, ça a été fait, mais via des outils déjà existants en fait. On n'a jamais rien créé, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que pour un projet de synthèse, où il nous montrait vraiment la race de trucs à faire. Finalement, les vulnérabilités, il y en avait que 2 ou 3 qui étaient, qui revenaient sur tous les sites. Il y avait quoi, on pouvait pas, on était bridé au niveau, même pour acheter un petit nom de domaine à 2 balles, bah, c'était pas possible. Créer des applications, on n'a jamais rien créé. Défacement de sites, voilà, en gros, tout ça pouvait se faire en une fois avec une XSS stored. Donc je trouvais ça un peu inutile aussi. En gros, c'était pour modifier le texte sur la page du site, s'arranger pour faire une redirection, exécuter du code, machin bidule. Avec du détournement d'informations. Encore une fois, le fameux créer des outils qui est passé à la trappe. Pour en gros faire du clonage de sites web, récupérer les informations des utilisateurs, récupérer les comptes administrateurs. Bon, bah pareil, ça n'a pas été fait, ça aurait pu être bien. Et voilà au niveau des calendriers.
Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je crois qu'au niveau de ça, c'est bon. Je peux passer maintenant au niveau de notre... comment ça s'appelle? Hop, notre petit rapport. Alors, sommaire. Paf, paf, paf. On va passer assez rapidement sur les trucs qui est un peu inutiles. Donc là, machin, bidule, on parle, blablabla, meilleure connaissance, bidule, voilà. Voilà. Donc ça, il y avait quelqu'un de notre groupe qui s'était amusé justement à faire en Python, à utiliser une librairie, je sais plus c'est quoi, pour justement générer le diagramme pour voir tous les liens entre les pages des sites web. On voyait que c'était vraiment le gros bordel. Il avait aussi fait un petit outil pour justement pouvoir voir à chaque fois... alors attends, il y avait quoi? Il y avait généré le site map du site, et il y avait aussi voilà, la recherche de formulaires. Et du coup ça nous ressortait tous les inputs, tous les formulaires, pour qu'après ce soit plus simple pour nous de regarder dedans si jamais il y avait des vulnérabilités qu'on voulait pas laisser. Donc on avait patché pas mal de SQLI. Ça c'était le truc de base. On avait fait aussi un petit, on s'était chauffé. Ça pareil aussi, le premier cours, on avait vraiment fait les trucs ultra stylés, on s'était chauffé avec des diagrammes et tout. On était le seul groupe à avoir fait ça. Les autres groupes ils avaient fait un vieux document dégueulasse et puis ça n'a pas dû jouer en notre faveur non plus parce que les profs ils en avaient pas l'air, ils en avaient l'air rien à foutre également de ce qu'on avait fait. Pourtant on s'était cassé le cul à faire ça. On avait aussi des diagrammes de séquences et tout, on s'était vraiment chauffé pour faire les trucs comme ça, mais ça avait pas l'air de chauffer les profs. Voilà, donc nous c'était un site qui vendait des disques de musique. Potentiellement, je vous mettrai peut-être le lien en commentaire. N'importe quoi, le lien de ce doc en description si vous voulez aller checker en lecture. Donc là en fait on a laissé une faille volontaire, je vous l'ai dit juste avant, on a voulu faire une sorte de CTF. L'idée de... ouais, en gros le truc c'est que... Alors je sais pas si on en parle... Alors, attendez. Est-ce qu'on en parle plus loin? Je crois pas, hein. Non, on l'a pas montré. En gros, le truc, c'est que... Alors, si je peux faire simple... ouais, ici. Alors, le truc, c'est que on avait laissé dans le code source de notre index.php, donc la page sur laquelle on arrive de base, on avait laissé un commentaire exprès en mode bidule, t'as oublié d'enlever le répertoire machin. Du coup, ça donnait déjà un gros indice. Du coup, si on allait voir dans le répertoire machin, le répertoire... Je crois que c'était /dev qu'on avait mis, /dev, à la racine du site, donc c'était un répertoire caché, on va dire. Normalement, l'un des premiers trucs qu'on fait quand on a un site web, au niveau pentest, c'est qu'on va faire du fusing de directory web et à regarder si jamais on a des dossiers cachés, ce genre de choses. Aucun groupe n'a fait ça dès le début. Du coup, ils ont mis la race de temps à trouver le /dev, alors que normalement, en 5 minutes top chrono, le /dev il est trouvé. Parce qu'on a fait en sorte en plus que ce soit un truc qui était trouvable assez facilement. Et dedans, on avait un autre message. Je sais plus de quoi il parlait. Il disait en gros, entre guillemets, l'administrateur a oublié d'enlever le mot de passe ou quelque chose comme ça. Allez voir dans les... allez voir au niveau des pages des CD des artistes, c'est très cool. Et cool, on l'avait écrit, alors attendez, je vais vous l'écrire, on l'avait écrit comme ça. Genre très cool. Comme le mot cool, mais écrit de cette manière, normalement, on se doute que c'est pas français, du coup qu'est-ce qu'on fait normalement? On va voir sur internet à quoi ça correspond, et si on va voir sur internet, on devrait se rendre compte qu'en fait c'est un outil, un logiciel, qui permet de générer une liste de mots de passe, une word list, de manière, on va dire, automatique via une page web. Et via cet indice, c'était assez simple de faire un cule sur absolument toutes les pages de notre site, de tester le brute force en se connectant en admin,
et de réussir à se connecter. Donc là, je crois que vers la fin, il y a un groupe qui a réussi à faire ça, mais ils ont galéré. En plus, on a été sympa parce que même si jamais les gens ne trouvaient pas avec le QL qu'on avait mis au niveau de l'indice, on avait fait en sorte que le mot de passe il soit aussi dans RockU, si jamais ils tentent de brute force. Et du coup, là, on a été vraiment sympa parce que je crois que même ceux qui ont trouvé, ils l'ont fait via brute force RockU. Ils ne sont même pas basés sur notre indice. Donc dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que l'indice était trop compliqué à trouver ou quoi. Moi je pense que c'était plutôt assez simple. Juste une recherche Google, ils auraient trouvé. Le truc c'est que personne n'a trouvé. Et le mot de passe, je crois que c'était Wonderful. Parce qu'on avait fait une sorte de pochette d'album du CD de Ziz. N'importe quoi. Pas Ziz. Comment il s'appelle celui qui chante Over the Rainbow là. Ease. Je crois que c'est Ease. EZ. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, on avait mis dedans, il y avait une de ces chansons qui s'appelle Wonderwall ou Wonderfall, je sais plus. Et du coup, on avait utilisé ce mot de passe là pour que l'utilisateur arrive à se connecter en admin. Et une fois qu'il était admin, normalement, il pouvait upload un reverse shell via une faille qu'on avait laissée, parce que s'il avait accès au panel admin, il pouvait ajouter de nouveaux albums, modifier les utilisateurs, tout ça. Et du coup, en upload d'un album, en mettant l'image, à la place de l'image, il pouvait mettre un reverse shell. Je crois que le reverse shell, par contre, fallait le mettre en point GIF. Le point GIF, c'était la seule extension qui n'était pas vérifiée où il y avait une faille. Donc là, la partie upload, je suis d'accord, c'était un peu plus compliqué. Par contre, la partie pour accéder au panel admin, je pense pas que c'était le plus compliqué. Et du coup, après, normalement, ils avaient accès à tout notre site web, mais comme on avait fait une architecture en Docker, si jamais ils arrivaient à pénétrer sur notre serveur via le web, ils étaient coincés dans le Docker web et ils ne pouvaient pas aller sur notre hôte principal. Alors, au niveau de l'architecture, donc on a utilisé Docker. On était sur du Windows, machin bidule, ça je vous laisserai lire, c'est pas très important, on s'en fout un peu. Et voilà à quoi correspondait la tête de notre architecture. Donc là c'est notre machine, ça correspond à notre machine. Sur notre machine on avait un Docker, enfin plusieurs Docker même. Un Docker avec le site web, un autre Docker avec la base de données, un Docker avec... Là c'était la première, l'architecture c'était la première à laquelle on avait pensé, la première version. Mais du coup finalement je crois que le CM et les logs on l'avait mis sur le même. On avait un autre aussi Docker sur lequel il y avait un honeypot SSH. Comme ça en fait quand les autres essayaient de se connecter directement sur notre SSH port 22, port 22 en fait on avait mis un honeypot et nous on l'avait mis sur notre vrai SSH on l'avait mis port 17845 je crois. Et le truc en fait c'est que Nmap, alors ça je sais pas comment ça se fait, mais quand on tentait de faire un scan Nmap sur notre serveur, notre honeypot, alors notre honeypot en théorie il était sur le port 2222 et avec iptables on l'avait redirigé vers le port 22. Du coup quand les gens essayaient de se connecter vers le port 22 ça en fait ils se connectaient au honeypot et en fait avec Nmap Nmap détectait bien le port 22, le port 2222 donc en fait qui était le même truc qui était le honeypot, mais par contre il détectait pas notre SSH sur le 17845. Et pourtant on avait bien mis le -p- pour scanner absolument tous les ports, mais peut-être que Nmap dans son fonctionnement il se dit dès que je vois deux serveurs SSH, je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de chances qu'il y en ait un troisième et du coup je calcule plus ça, ou je sais pas trop comment ça se passe, c'était bizarre ça. Et du coup personne n'a trouvé le port de notre serveur SSH légitime. Ils étaient tous au niveau du honeypot. Pareil au niveau du honeypot, je crois qu'on en reparle après, mais plus loin dans le rapport. Mais ça nous a permis de récolter pas mal de logs et notamment des tentatives de brute force, donc nom d'utilisateur mot de passe. Donc c'était des vieilles listes RockU qui étaient utilisées, il n'y avait pas grand chose à faire là-dessus. Déploiement du site. Il y avait une grosse partie aussi qui a été l'ARP spoofing. Donc là en gros, donc sur les autres sites web, j'en avais un peu parlé au début, mais comme les autres groupes n'y connaissaient pas grand chose, on va dire, ils avaient tous mis des failles SQL, des SQLI. Et le problème c'est que du coup sur les trois autres sites,
nos attaques, c'était juste lancer du SQL map en fait. Enfin, j'ai fait à la main aussi, je les ai exploités à la main, mais au bout d'un moment c'était tellement chiant, c'était tellement redondant qu'on lançait juste un petit coup du SQL map et ça passait. Voilà. En résumé, le projet de synthèse, si on devait faire un gros résumé de ce projet de synthèse, ça aurait été SQL injection. Il y avait absolument que ça sur tous les sites, c'était nul à yesh, si je peux dire ainsi. Voilà, et du coup une autre grosse partie, donc en fait aussi l'autre problème c'est que ceux qui avaient mis des SQLI, on arrivait à récupérer leur base de données, donc via la SQL injection. Le problème c'est que dans la base de données les mots de passe forcément étaient chiffrés, impossible de les casser, et du coup en fait la faille SQLI, on pouvait rien en faire, on pouvait récupérer leur base de données, mais les mots de passe étaient chiffrés. Potentiellement, on avait les noms d'utilisateurs, mais on pouvait rien en faire. Et du coup, en fait, le projet de synthèse qui s'est déroulé sur 6 mois ou je sais pas combien de temps, en réalité, on aurait pu le résumer en 3 jours, en mode, on fait des SQL maps, on récupère leur base de données, et c'est fini, puisqu'ils ont laissé aucune autre faille, et on peut plus rien faire dessus. Il n'y avait même pas la possibilité de balancer des commandes ou quoi via la SQLI. Il n'y avait aucune porte d'entrée. Donc c'était vraiment un fiasco total. Le seul truc, nous, qui nous a permis d'attaquer les autres, c'était via l'ARP spoofing. Et encore une fois, on a eu de la chance, parce qu'on a été les premiers sur le réseau à faire de l'ARP spoofing. Et du coup, à chaque fois que quelqu'un faisait une requête vers son serveur, ça passait avant sur notre machine, on redirigeait le trafic pour que le trafic passe sur notre machine. Et du coup, via par exemple un Wireshark ou un Keyshark, on arrivait à intercepter absolument toutes les requêtes. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi, et puis un peu de social engineering aussi, qu'on a réussi à récupérer les comptes administrateurs des autres groupes, parce que sinon, avec les SQLI, on n'avait rien. Et du coup, le social engineering, c'était pas un truc vraiment poussé, mais par exemple, on était en écoute, on avait fait l'ARP spoofing, donc on était en écoute, on regardait les captures Wireshark en temps réel, et par exemple, sur le Discord de la classe, on était en mode, regardez le groupe machin, on vient de vous hack, on vient de casser votre site web. Du coup, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se connectaient sur leur site web pour voir, en administrateur, pour voir si on avait cassé quelque chose. Et nous, du coup, de notre côté, comme ils venaient de se connecter, on récupérait en plain text les credentials qu'ils avaient utilisés. Et du coup, on avait réussi à récupérer absolument tous les credentials des sites web de tous les groupes. Donc des 3 autres groupes. Donc là, ça explique un peu le fonctionnement, machin bidule. Man in the middle, donc c'était ce qu'on avait fait. Donc là nous on était là et puis on récupérait à chaque fois que quelqu'un faisait une requête, paf, ça passait par nous avant d'accéder à leur serveur. Quoi dire d'autre? Ça aussi, ils auraient dû préciser dans l'énoncé du projet de synthèse qu'il fallait limiter l'ARP spoofing. Parce que nous on a été sympa, on a fait ça genre la première journée où on a découvert ça pour récupérer tous les credentials, mais après on a arrêté de le faire. Il y a un autre groupe, je crois, qui avait fait ça, sauf qu'ils avaient mal configuré le truc, et du coup on pouvait plus rien ping dans le réseau, puisque, par exemple, on arrivait, ça passait par leur machine, sauf que eux, après, ils forwardaient pas les réponses vers le serveur légitime. Et du coup, en fait, tout passait par eux, et ça repartait pas. Et du coup, en fait, ils avaient réussi à bloquer le réseau à eux tout seuls. Et c'était vachement chiant, parce que ça a duré je sais pas combien de jours, on pouvait rien faire, avant qu'ils fixent le truc. Pareil aussi, le mec qui est en ARP spoofing, si jamais il décide de pas arrêter l'ARP spoofing, on est baisé et puis on peut plus se connecter à notre site web, parce que forcément nous on avait fait en sorte que la page d'accueil ne soit pas en HTTPS, enfin la page de login ne soit pas en HTTPS pour pas que ce soit chiffré et que ça laisse aussi une petite vulnérabilité. Mais le mec qui se met dès le début en ARP spoofing, il a juste à attendre que tout le monde se connecte. Nous, on peut plus accéder à notre interface web, parce que forcément, obligatoirement, on va lui donner nos credentials. Du coup, c'était un peu chiant, les profs auraient peut-être dû, par exemple, limiter à 2 heures par groupe, ou ce genre de truc. À part ça, quoi dire de plus là-dessus? Ah oui, il y avait possibilité potentiellement de contrer l'ARP spoofing. Sauf que dans notre cas, en fait, là, c'était pas possible, parce que pour contrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire en dur, il me semble que c'est écrire en dur les adresses MAC dans les tables ARP des routeurs,
Et nous, bah, comme c'est un routeur qui est géré par l'université, on n'y a pas directement accès et donc on ne pouvait pas modifier dedans pour empêcher la RP spoofing. Du coup, en gros, la RP spoofing, c'est juste ce qui nous a permis de récupérer absolument tous les credentials de tout le monde. Mais c'était beaucoup trop puissant, ils auraient dû limiter ça, l'épreuve, parce que au bout d'un moment, ça n'avait plus grand intérêt. Donc là, voilà un exemple de ce qu'on avait fait, je vous laisserai le lire. Et là, c'était l'exemple du social engineering qu'on avait fait. Avec quelqu'un qui dit bon courage, le groupe qui était en point 21 pour retrouver le mot de passe bidule. En mode on les a hackés, sauf que eux du coup ils se connectent et on récupère ensuite leurs credentials. Le DDoS, c'était la partie la plus chiante. Je sais pas pourquoi ils nous ont mis ça. Le but c'était uniquement utiliser un script trouvé sur internet, le lancer, attendre 5 secondes, voir que le site était down et c'est tout. Voilà. Bravo à vous, c'était encore une partie ultra intéressante du projet. Ça n'a servi strictement à rien. Si ce n'est que nous apprendre que le DDoS ça existe et que tout le monde peut l'utiliser vu qu'il suffit de lancer un script. Voilà. Donc c'était bien nul. Là c'était toutes les attaques qu'on avait dû faire sur les autres groupes. En mode on avait montré qu'on avait réussi à avoir accès au panel admin. Attaque web. Là on montre qu'on a réussi à récupérer leur mot de passe en clair. On avait réussi à upload un shell aussi sur le leur. Pour après récupérer tout leur site web, donc on avait cloné carrément tout leur site, on avait accès à absolument tout. On avait fait aussi on avait utilisé une XSS, ouais rien de bien, cassage de mots de passe, on a vu qu'il n'y avait rien qui se faisait. Temps nécessaire à bout de force, yes. Bon, réduire le champ des possibles, nickel. La défense. On avait fait un petit IP tables. Puis, comme je vous l'avais dit juste avant, enfin au début on avait codé un bot Discord au niveau du SIEM pour nous renvoyer toutes les données. On était vraiment floudé, il y avait trop de trucs qui servaient un peu à rien. Le spoofing, là je crois que voilà, c'est ce que je disais, configurer le cache RP de la machine avec des entrées statiques. Sauf que c'était pas possible pour nous. Après à la fin on a mis un WAF, donc là c'était vraiment genre juste installer un truc avec Apache, un module, et c'est tout. Le honeypot, c'est ce que je vous racontais aussi. Et conclusion, c'était bien de la merde. Non, en vrai je suis méchant. En vrai le projet, il avait un potentiel tellement énorme, il y avait tellement de possibilités de machin, mais le problème c'est qu'on avait pas mal de conditions qui nous ont bloqués. Et le fait qu'on n'ait pas eu de cours avant, et que quand je parle de cours, c'est vraiment de cours au niveau qui est basé sur ce projet là, c'est-à-dire je sais pas moi, pendant 4 heures ou 2 heures avant de commencer le projet, on nous donnait, enfin moi je parle nous, mais moi avec notre groupe on avait déjà fait je pense qu'on était le groupe qui s'y connaissait le plus, sans être prétentieux ni rien, hein. C'est juste que les autres ne s'intéressaient pas à ce domaine là, et du coup ils avaient pas forcément les connaissances nécessaires pour faire un truc où tout le monde s'amuse quoi. Nous, on avait fait en sorte de faire une sorte de CTF pour que n'importe qui puisse réussir à accéder à notre site, pour que ce soit vraiment fun et que tout le monde apprenne, parce que le but non plus, c'est pas de casser les couilles aux autres, c'était vraiment de faire apprendre toute la classe, quoi, parce que la notation, elle est pas basée sur est-ce que les autres groupes arrivent à accéder à nos données ou ce genre de truc. On n'avait aucun intérêt à mettre un truc hardcore. Le but c'était vraiment de faire apprendre à tout le monde. Et du coup, quand les autres se basent sur des SQLI, bon, à part lancer un outil SQL Map qui automatise tout, l'apprentissage il est pas ouf quoi. Donc je vous laisserai lire. Là c'est moi qui avais fait la conclusion, où je balançais un peu ma haine. Là je crois que c'est à peu près ce que je redis là. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo retour d'expérience vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou poser vos questions si vous avez des questions à propos de ce projet là. J'espère que j'ai été clair. Rien n'a été préparé à l'avance, du coup j'ai dû pas mal m'embrouiller dans mes explications.
Et puis voilà, du coup je vous mettrai le lien de ce document dans les commentaires si vous voulez aller le lire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Croz, et bye bye.